Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question suivante en deux vidéos. L'armée mongole était-elle la meilleure armée du Moyen Âge? Alors ça me semblait important de vous parler de Gengis Khan et du génie militaire des Mongols parce que je trouve que trop souvent ils tombent dans l'oubli, ils sont négligés, zappés, oubliés alors que les Mongols ont quand même conquis le deuxième plus grand empire de toute l'histoire, hein. Donc c'est quand même pas rien, hein. On a tendance en France à l'oublier parce qu'ils n'ont jamais attaqué la France, mais leurs conquêtes sont hyper vastes, d'accord? Et leurs listes de victoires, hein, sont nombreuses, hein. Beaucoup de batailles remportées, sans compter les sièges, sans compter les escarmouches et petits affrontements secondaires, d'accord? Voilà pourquoi j'ai parlé de l'armée mongole du Moyen Âge. Et voici son premier atout, une mobilité exceptionnelle au service de la guerre éclair. Pour vous prouver ça, je me suis appuyé sur ce hors-série de guerre et histoire qui est très approfondi, très intéressant, notamment sur cet extrait. On vous dit dans le titre 1000 km en 9 jours, et au niveau des détails, une armée mongole peut franchir 100 km par jour, voire le double si l'urgence le commande, grâce à la remonte toujours disponible. En effet, chaque soldat mongol a 3 ou 4 chevaux qui sont à sa disposition et il peut passer de l'un à l'autre. Plus de 100 km par jour, c'est plus qu'une division blindée du XXe siècle, hein, d'accord? Donc c'est vraiment exceptionnel. D'accord. Alors d'autres armées nomades peuvent se déplacer aussi rapidement, hein, je pense aux Turcs, aux Arabes, tout ça. Mais toutes les armées sédentaires à base d'infanterie qui seront en phase 2 se déplaceront automatiquement moins vite. Ils ont donc une sorte de Pony Express, le YAM, qui permet un très bon C3. Le C3, c'est un terme de l'OTAN qui veut dire Command, Communication and Control. D'accord. Très bonne coordination, une très bonne logistique, hein, et du coup, ceci leur permet de coordonner la marche de colonnes séparées de parfois 100 à 300 km. Donc là, ce que j'ai souligné en vert, ça renforce l'idée d'une guerre éclair, d'un blitzkrieg, où les Mongols sont capables de frapper plusieurs endroits en même temps pour mieux déstructurer le système adverse. Ce fut le cas lors de la campagne contre le sultanat du Khwarezm, hein, donc un État musulman qui contrôlait à l'époque l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et l'Afghanistan. Vous avez une première représentation de cette campagne militaire de Gengis Khan. Vous voyez donc plusieurs colonnes, plusieurs corps d'armée, dirigés par Jagatai Ogedei, Gengis Khan, Subotai Joshi, son fils, et Djébé, avec plusieurs villes attaquées, hein, Otar, Samarcande, Boukhara, Kogène. Alors elles ne sont pas attaquées en même temps, mais elles sont menacées, on va dire, à peu près simultanément. D'accord. Là, vous avez une deuxième illustration possible pour cette campagne militaire du Khwarezm. Il y a une différence, c'est que là, cette fois, le corps d'armée de Joshi, le fils de Gengis Khan, est montré au nord en direction de Djend et pas au sud en direction du Fergana et de la ville de Kogène. Je fais des recherches actuellement pour trancher et savoir quelle carte est juste, mais j'ai encore du mal à aboutir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des flèches dans toutes les directions et que ce véritable blitzkrieg menace plusieurs points en même temps du système adverse. Vous pouvez me dire c'est dangereux pour les Mongols de diviser ainsi leurs forces, mais vu qu'ils sont plus mobiles que leurs adversaires, finalement le danger est pas très grand, hein. Lorsqu'on les voit faire ça, on peut parler de proto-opératique ou d'un début d'art opérationnel, ce qui est très novateur pour l'époque. Sur l'idée de l'art opérationnel et de l'opératique, je vous renvoie à la vidéo que j'ai consacrée à ce concept. Deuxième atout pour l'armée mongole, une combinaison efficace entre la cavalerie légère et la cavalerie lourde. Donc ce que vous allez voir, c'est que l'armée mongole est vraiment très polyvalente. Du coup, elle peut s'adapter à n'importe quelle circonstance, à toutes les situations. Les Mongols sont avant tout des archers. Ils sont très bien équipés avec un arc très très puissant qui s'appelle l'arc composite, hein. C'est pas eux qui l'ont inventé, hein, mais ils l'utilisent. Celui-ci est composé de tendons, de bois et d'os, d'où le terme d'arc composite. Et cet arc a une portée plus grande que les célèbres longbows des Anglais,
hein, des arcs qui nous ont fait beaucoup de dégâts à Crécy et à Zincourt, d'accord. C'est des estimations, mais on donne généralement le chiffre de 250 mètres de portée pour un longbow et plus de 300 mètres pour un arc composite. Bon, voilà, ce sont des estimations, les historiens ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais ça vous donne un ordre d'idée. D'accord. Donc, d'excellents archers. Et donc, à peu près 60% des forces mongoles sont constituées de cavalerie légère, qui va faire le tir, le feu, le harcèlement des ennemis, tout ce qui est reconnaissance, manœuvre et enveloppement. Voilà, vous reconnaissez les super belles illustrations de la collection Osprey. Et de l'autre côté, après l'enclume, bah voilà, on a le marteau, on a la cavalerie lourde avec donc une armure d'écaille ou une cotte de maille qui équipe le personnage et aussi sa monture hein, pour qu'il soit bien protégé. Et celle-ci s'occupe du choc, s'occupe du corps à corps et de la percée, de la charge proprement dite. D'accord. Donc ces deux types d'unités se complètent parfaitement pour faire un système efficace. Alors vous revoyez une illustration à propos de la bataille de Liegnitz en 1241. À droite, la cavalerie légère, hein, très mobile, très fluide. À gauche, la cavalerie lourde. D'accord. Et du coup, ces deux types d'unités se combinent parfaitement. Donc là, vous avez la tactique employée généralement en bataille. La cavalerie légère se poste en avant-garde et va harceler l'adversaire. Puis elle se replie sur les arrières et sur les flancs. La cavalerie lourde attaque de front l'ennemi et la cavalerie légère revient dans l'affaire pour aller menacer les flancs de l'armée adverse. D'accord. Donc vous voyez que l'armée mongole est une sorte de couteau suisse qui s'adapte à n'importe quelle circonstance. D'accord. Vraiment très polyvalente. Troisième atout pour les Mongols, c'est plutôt là leur stratégie et leur génie militaire. Ils savent mélanger l'approche directe, indirecte, et rajouter à tout ça la ruse. Alors quelques rappels, l'approche directe c'est l'idée de foncer sur l'armée ennemie, de rechercher la bataille, gagner cet affrontement, puis après s'emparer de la capitale adverse. L'approche indirecte c'est plutôt l'idée d'employer des moyens détournés pour user l'adversaire et l'affaiblir, le battre autrement. D'accord. Enfin, la ruse, c'est l'idée d'utiliser des stratagèmes pour manipuler et tromper l'adversaire. Alors, concernant l'approche indirecte, les Mongols emploient d'abord la tactique indirecte en bataille, c'est-à-dire qu'ils vont tourner autour de l'armée adverse en lui projetant dessus une véritable pluie de flèches. Hein. L'idée est assez intelligente, ils vont user l'armée ennemie avant de l'attaquer frontalement. Alors cette illustration vous montre bien cette tactique indirecte, hein, qu'on appelle parfois la flèche du Parthe également. À noter quand même que dans cette illustration, les Mongols sont bien trop proches de l'armée adverse. Normalement, ils sont minimum à 100 ou 200 mètres. Hein. Ils ne se laissent pas approcher autant pour ne pas se faire accrocher. D'accord. Et une fois l'avoir usé, bah, ils n'hésitent pas à la charger. D'accord. Donc c'est assez intelligent. On affaiblit l'ennemi, on le détruit après. Ok. Ensuite, il y a bien de la stratégie indirecte proprement dite. Par exemple, lors des campagnes que Gengis Khan a menées contre la Chine, notamment l'état des Jin, de la dynastie des Jin, eh ben, il s'y est pris en plusieurs fois, chaque fois en s'adaptant. D'abord, en 1211, il attaque dans la région de Datang et de la Juyong Pass, c'est-à-dire en direction de Beijing. Ça ne marche pas, bon, c'est pas grave, il se replie, d'accord. Et puis en 1212, il réattaque par un autre angle, une autre approche, d'accord, au nord-est, du côté de la ville de Liaoyang. Finalement, ça marche pas tant que ça non plus, donc il réattaque du côté de la Juyong Pass, mais en empruntant un nouvel itinéraire. Et vous voyez, les Mongols emploient l'approche directe et l'approche indirecte. Ils attaquent, ils se retirent, ils réattaquent par un autre angle, hein, par une autre approche, un autre côté, puis ils s'adaptent, ils rusent, et ça c'est vraiment de leur point fort. Hein. D'accord. Dès que la bataille ne tourne pas en leur faveur, ils se retirent et ils s'adaptent.
Du côté de la Ruse, maintenant je vais vous détailler le cas de la bataille de la Khalkha, qui est une bataille très célèbre, une victoire très grande de la part des Mongols. Alors pas de Gengis Khan cette fois, mais de ses deux généraux, Jibé et Subodai. Donc les Mongols sont en Ukraine à ce moment-là, et ils ont en face d'eux une armée russe qui est nettement plus nombreuse qu'eux, au moins 2 fois plus grosse que notre armée nomade. Et Subodai, pour mieux tromper les Russes, va battre en retraite pendant plus de 7 jours, reculer de plus de 80 km pour mieux les induire en erreur. Et les Russes, en fait, vont un peu pécher par confiance, par orgueil, et être trompés. Alors, à l'échelle tactique, au tout début de la bataille, les avant-gardes mongols se retirent, continuent de battre en retraite pour induire les Russes en erreur. Et lorsque l'armée russe est coupée en deux par la rivière Khalkha, au moment de la traversée, et bien là, Subodai met au point son embuscade, sa cavalerie lourde charge, sa cavalerie légère attaque les flancs de l'armée russe, celle-ci est totalement mise en déroute, elle est encerclée en plusieurs fois, vous voyez qu'il y a plusieurs encerclements, et les Russes sont pris par surprise et totalement anéantis. Ils ont beau être plus nombreux, ils se prennent une grosse raclée. Donc là, on voit les Mongols qui emploient une ruse classique des nomades, ils ne l'ont pas inventée, la fameuse retraite feinte. Et cette retraite feinte, ils vont l'utiliser souvent, et elle va souvent fonctionner correctement. Mais ils n'emploient pas que la retraite feinte. Ils utilisent également des lors, des faux feux de camp, des mannequins de paille, etc. À un moment donné, Tamerlan va faire déguiser les femmes de son armée en soldats pour créer un leurre. Des fausses promesses, ils ne vont pas respecter les trêves, les traités, pour mieux tromper l'ennemi, via des attaques de nuit, des attaques en plein hiver ou par mauvais temps, utiliser des appâts, etc., etc. Donc, encore une fois, une armée mongole très polyvalente qui sait parfaitement s'adapter. La prochaine fois, donc, je vais être amené à vous montrer plein de plans de bataille. Donc, si ça vous intéresse, j'aurai plein de maps à vous présenter. Je vais développer le fait que ce soit des as de l'enveloppement, des as de la guerre de siège, et qui emploient également la terreur. Merci pour votre écoute, et à bientôt.